la chaîne institutionnelle. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, bienvenue à tous. Nous vous disons merci, sincèrement merci d'être branchés nombreux sur la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, pour suivre votre émission Franc-Parler Magazine. Franc-Parler Magazine, c'est cette émission qui vous met au parfum de l'actualité politique, économique et socio-culturelle dans notre pays. Aujourd'hui, nous recevons sur ces plateaux nos invités de marque. Nos invités de marque, à ma droite, nous avons le professeur Léon Otudi Okondjo Onyangondo, qui est, je l'ai dit, professeur des universités. Il enseigne à l'université catholique du Congo, bien entendu. Il est aussi à l'université Omnibus, Notre-Dame de Tchumbe, de Lodja, de l'ISP Gombe. Donc, c'est vraiment un capitaine Loncourt, quelqu'un à ne pas présenter. Il est aussi avocat au barreau de Kinshasa Matete, du Sankourou, directeur des cabinets honoraires du gouverneur du Sankourou, mais aussi cofondateur de l'ASBEL, avocat de sans-voix. Toujours en face de moi, à ma droite, nous avons Alfado Mwamba. Alfado Mwamba, c'est quelqu'un, un habitué de notre plateau. Il est l'ingénieur expert immobilier près la cour d'appel de la Gombe. Avec nos invités, nous allons faire le point en rapport avec, d'abord, nous allons aborder la question de l'autorité coutumière et administrative dans l'acquisition de la propriété foncière, co-application des droits coutumiers et des droits civils, domanialité des terres et absence de terres vacantes. Vous savez qu'aujourd'hui, à travers toute la République, cette question de l'acquisition de terres pose problème. Nous allons parler beaucoup plus des constructions anarchiques. Nous allons parler d'autres points, dont BD La Gombe et d'autres. Donc, il n'y a pas que cela. Ce sont les experts qui vont nous éclairer sur la question. Mais nous allons faire aussi le point en rapport avec l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Vous êtes sans ignorer que notre pays est ou fait l'objet de l'agression injuste. Ce serait vers les années 2000, on parlerait et barbare. Du Rwanda, nous disons souvent que c'est l'arbre qui cache la forêt, avec des puissances étrangères, mais aussi des multinationales. Ça fait déjà près de 3 décennies. Nous allons quand même effleurer, on ne va pas passer inaperçu cette question. À tout seigneur, tout honneur, dit-on bonjour, professeur. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, ingénieur. Bonjour, monsieur le directeur. Comment portez-vous? La charité bien ordonnée commence par soi-même, on commence par là. On se porte à merveille, au rythme et à la chaleur du Congo. Ingénieur, ça va? Oui, tout va bien. Surtout que Dieu est au ciel, nous sommes sur terre. Nous pensons que tout va bien et que le Congo aura trouvé son souffle. Et heureusement, vous parlez du Congo qui aura à trouver son souffle. J'aurais dit qu'on commence par le commencement, mais qu'on aborde d'abord la question de ce Congo-là. En passant, notre pays est l'objet de l'agression injuste. C'est vrai, c'est devenu une chanson. Ça fait très mal parce qu'au moment où nous sommes sur ce plateau, nous parlons, on aborde des questions qui fâchent. À l'Est, nos frères sont tombés ou en train de tomber. Il y a même les innocents, les enfants. Alors, professeur, quel est votre point de vue? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de revenir sur la question de voilà, on agresse, mais les pistes de solutions, parce que nous avons aussi des négociations, ça est là. Oui, comme vous l'avez dit, on peut effleurer la question puisque elle est d'actualité. C'est évident que depuis 30 ans, pratiquement, que notre pays subit l'agression injuste, avec ce que
feu président Kabila appelait un conglomérat d'aventuriers, que sais-je, de toutes sortes, à cause de ce que certains appellent la malédiction de richesse, donc de ce Congo qui est un scandale pour certains, alors que réellement c'est un pays riche. Je disais, j'allais dire, c'est le paradis en réalité. Quand on fait le tour du monde, qu'on compare ce dont regorge le Congo et le pays, même ceux du développé, ils n'ont pas ce que nous avons. Nous avons la matière, mais il nous manque la science et la technologie. La technologie qui va aussi avec l'armement, qui veut la paix, prépare la guerre, mais imaginez que depuis plus de 30 ans que nous subissons une agression injuste, mais nous étions sous embargo. On ne pouvait pas acheter des armes, alors que même ceux qui nous agressent peuvent acquérir gratuitement ou recevoir gratuitement des armes afin d'exploiter nos richesses. Cette guerre qui dure pratiquement 30 ans ou plus aboutit à cette étape aux différents dialogues. On parle du dialogue de Nairobi, Luanda, finalement on peut dire Nigeria maintenant avec l'intervention de Nous avons Doha, ça, on nous parle de Washington, de principe à Washington. Et nous espérons que mieux vaut. Donc la négociation n'est pas mauvaise, puisqu'elle peut aboutir au résultat qui épargne les vies humaines. Mais professeur, ça fait longtemps, on nous a parlé des négociations, ça et là. Ben, écoutez, mais la solution n'arrive toujours pas. Certains observateurs bien avertis estiment que c'est vraiment s'accoucher d'une souris. Est-ce que faudrait-il continuer à compter au dialogue ou tourner carrément aux partenaires crédibles? Il faut dialoguer. Le dialogue est nécessaire et les dialogues actuels sont multiples. Et chacun vise un objectif ou a des acteurs différents. Luanda, Nairobi, finalement maintenant Nigeria, ça met en place les États, la RDC et le Rwanda, en dialogue. Maintenant, avec Nairobi, ce n'est plus seulement avec Obasanjo, ce n'est plus simplement les acteurs étatiques, mais y compris l'opposition non armée. Il semble qu'Obasanjo a déjà reçu certains opposants non armés. Il y a le dialogue de Doha, où c'est que le gouvernement congolais appelle, à juste titre, les supplétifs du Rwanda, qui entrent en jeu. La Cinco, nos évêques et les pasteurs de l'Église protestante proposent un dialogue plus large et inclusif, parce qu'il est difficile de dialoguer ou de parler de Congolais sans le Congolais eux-mêmes. Et tout ceci dans l'objectif de réconciliation. Mais hélas, trop de dialogue depuis Sun City et j'en passe bien avant, mais c'est pour quel résultat? Est-ce que c'est simplement de dialogue que nous aurons la paix? On dit qu'il veut la paix prépare la guerre. Le Congolais doit se mettre debout. Et faute de temps sur cette question secondaire par rapport au thème de l'émission, disons que il conviendrait que nous ayons un service militaire obligatoire, comme d'autres pays. Comme en Israël, par exemple. Oui, et comme en Suisse. Et donc, un service militaire comme ça, même quand on veut vous agresser, on sait que n'importe où, l'armée est là ou peut être élevée. Je pense que ça pourra aller. Mais quant aux partenaires, je pense que l'initiative avec les États-Unis n'est pas mauvaise, d'autant plus que depuis 30 ans qu'on vole nos matières. Ça aboutit à quoi? Qui les prend? Ça passe où? Mais si les Américains, un peu comme ils ont fait avec des pays arabes comme l'Arabie Saoudite et pétrodollars, si nous pouvons trouver notre compte, pourvu que dans les négociations, nous soyons représentés à juste titre pour sauvegarder notre part ou nos droits, je pense que tout à fait, professeur Léon. Je vois l'ingénieur Alfado Mwamba qui me regarde. Vous avez suivi attentivement le professeur Léon.
Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre? Parce que nous voulons aborder une matière que vous très intéressante. Est-ce qu'il faut... Parce qu'il y en a qui estiment que c'est un plan de balkanisation qui est en voie d'être de concrétisation. Quel est votre point de vue par rapport à cette guerre? L'agression nous imposée par les ennemis. Merci, directeur, pour votre question. On doit parler de notre pays qui est sincèrement agressé. Maître vient de le dire tout à l'heure. Mais moi, à mon point de vue, je suis en train de dire, trop souvent quand je passe dans des émissions, il y a des questions pareilles. J'ai toujours stigmatisé quelque chose. Les Congolais doivent prendre conscience de ce qu'il est. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes et nous devons prendre conscience des pays que nous avons. Nous avons quel pays et comment nous devons nous comporter vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Tout à l'heure, les gens mettent à épingler sur le dialogue. On parle de dialogue alors qu'il y a une guerre qui nous est imposée. Cette guerre-là ne date pas de maintenant. Vous venez de parler de la balkanisation, que notre Premier ministre, inoubliable Lumumba, parlait de balkanisation. C'est pour dire que ça ne date pas de maintenant. Alors que les autres se sont préparés pour nous imposer cette guerre-là, et pendant des générations et des générations, nous nous observons. Et nous observons non seulement pour se dire que quelque part préparons-nous, parce que nous avons un pays que nous vantons trop souvent riche, et que comment nous pouvons sécuriser nos richesses, on les vante par les lèvres, mais on se laisse faire. Quand les autres viennent, nous sommes à la défensive. Il faudrait à un certain moment que les Congolais sortent des improvisations. Quand on parle de dialogue, il y en a eu combien dans ces pays? Et maintenant là, ceux qui étaient à Sun City, pour ne pas citer, stigmatiser les autres, ce sont ceux-là qui sont dans la rébellion. Quelques-uns sont dans la rébellion, en train même de chercher encore à préparer la guerre, renforcer la guerre et venir faire le coup d'État. Donc, si un coup d'État se prépare, à supposer que ce coup d'État-là arrive, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, 10 ans, nous allons encore revenir sur les dialogues. Je pense que l'idée envisagée par ceux qui pensent qu'il faudrait chercher un partenaire solide qui peut nous accompagner et aussi avoir les mécanismes de préparer la jeunesse. Parce que je me rappelle, il y a 2 années, où au début de l'université, à l'entame de l'université, les futurs étudiants étaient soumis à cet exercice-là, d'enrôlement aux encadrements militaires et tout et tout. Ça prépare tout le monde. Donc il faut préparer toute la couche vis-à-vis des pays que nous avons. Le Congo, c'est comme cette belle femme-là qui est convoitée par plusieurs. Et quand vous baissez le bras, les autres se disent, ok, comme celui qui est en face ou son mari qui est en face, c'est un homme faible, nous pouvons nous coaliser. À chacun son tour, excusez-moi les termes. Voilà, je chute par là. Tout à fait, professeur Léon Uchudi Okonjo. Onyangondo, vous êtes professeur de l'université. J'ai eu à vous présenter en prélude. Vous êtes avocat au barreau de Matete, maître, mais vous êtes notre invité et vous intervenez ici à titre privé en tant que technocrate. Aujourd'hui, nous abordons la question de la gestion, de l'acquisition des propriétés foncières. Donc la question des autorités coutumières et administratives dans l'acquisition de la propriété foncière, co-application du droit coutumier et du droit civil. Vous savez, aujourd'hui, l'actualité, c'est pratiquement cette histoire de construction, de démolition, de construction anarchique, dite anarchique, le long du chemin de fer et de berges de rivière et fleuve à Kinshasa à mai 2025. Le cas particulier de la baie de Ngaliema, il n'y a pas que là. J'ai fait la ronde de la République, fait le Congo profond, j'étais à Goma, je fais Beni, Butembo, partout cette question de constructions anarchiques, vraiment, en tout cas, se pose avec acuité. Alors, je voudrais un peu que vous puissiez un peu nous expliquer en quelques mots cette question de l'acquisition.
Oui, merci Monsieur le Directeur pour la parole. Relativement à la question de l'acquisition de la propriété foncière, l'intervention des autorités tant coutumières qu'administratives, j'allais dire leur collaboration. Il faut dire que nous enseignons que le droit, parce qu'il s'agit du droit congolais dont nous parlons, que le droit a 5 sources. Sur le plan méthodologique, nous disons, il y a la législation sous ses diverses branches ou formes. Nous avons la coutume, nous avons les principes généraux du droit, nous avons la jurisprudence, nous avons la doctrine. Nous précisons l'équité, par ailleurs, n'est pas en tant que source de droit en tant que telle, mais c'est plutôt, elle permet de corriger l'application rigoureuse du droit qui risque d'aboutir in concreto à une situation d'injustice. Et donc, parmi les 5 sources du droit, je reviens, il y a la loi, au sens général, il y a la coutume. Donc, la coutume est une source du droit. Et en matière foncière au Congo, nous avons un régime, j'allais dire, hybride, où le droit coutumier régit la question, mais il y a aussi le droit dit civil ou écrit qui régit la question. Ainsi, sur les terres congolaises, ces terres congolaises sont dites, elles appartiennent aux communautés locales. À chaque communauté locale, ces terres, des terres qu'elle exploite, qu'elle cultive, où elle habite, sont celles de la communauté locale. Et nous disons, les chefs coutumiers, nous les appelons dans ces cas les chefs de terre. Mais hélas, au même moment, la loi foncière dit, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. C'est le moment de le dire. Cette disposition est heureuse. Il faut, et c'est bien, que l'État congolais soit propriétaire du sol et du sous-sol. Imaginons tout simplement, à cette ère de la mondialisation, qu'un milliardaire, vous savez qu'il y a des individus qui sont plus riches en termes de milliards que certains pays. On peut vous dire tel à 300 milliards, mais s'il descendait sans que l'État soit propriétaire de notre terre et de notre sous-sol, vous pouvez apprendre demain qu'il y a une province qui est achetée par peut-être tel milliardaire occidental. Et donc l'État, en restant propriétaire du sol, protège le sol, parce que si on nous avait laissé simplement le droit coutumier, il suffisait peut-être des empreintes, un peu de sel, et nos terres sont parties. Mais quoi qu'il arrive, c'est bien qu'il y ait ce régime hybride de droit coutumier et droit écrit qui protège, qui régit la question de l'acquisition de terres. Et ces terres sont ainsi des terres qui peuvent être dites squattibles, celles qui n'ont pas encore été loties, et les terres qui sont loties. Celles qui sont loties, l'État, qui appartiennent, donc les sols et les sous-sols appartenant à l'État, celles qui sont loties, l'État cède le parcelle aux particuliers ou les affecte au service public dès lors qu'ils appartiennent au domaine privé de l'État. Mais quand ils ne sont pas lotis, qui sont du domaine privé de l'État, du domaine public, il faut une désaffectation préalable avant une cession. Mais les terres qui sont squattibles, qui n'ont jamais été lotis par l'État, ils restent dans le domaine du droit coutumier, et il faut, pour les acquérir, passer par le chef des terres, le coutumier, qui vous cède ou vous transfère leur droit de jouissance sur une portion de terre. Et avec ça, comme c'est des pratiques à Kinshasa, vous allez par exemple chez le chef de quartier qui vous établit une attestation, une fiche parcellaire, et vous allez maintenant au service du cadastre qui va venir mesurer, borner, et puis vous faites une demande de terre et finalement vous avez un contrat où le titre est foncier. Il y a ainsi ce régime, mais la confusion dans notre pays. Kinshasa, la ville de Kinshasa mise de côté, en particulier à l'intérieur. Et ici, j'en parle d'expérience, notamment pour les temps que j'ai fait comme directeur de cabinet du gouverneur de Sankourou. J'ai été confronté à une situation inimaginable. C'est-à-dire, notre administration foncière ou du cadastre, dans des provinces comme le Sankourou, les agents se sont donné le pouvoir de dire aux coutumiers, aux communautés locales, les terres en tant que propriété de l'État congolais
ils n'ont rien à faire. Au point que, me rappelle là, le Sambo, il y a un chef de groupement qui arrive là où il y a la tombe du chef coutumier. Il y a un individu qui était passé sans consulter la communauté locale. Il avait déjà obtenu un titre foncier de service et là où il y a la tombe du chef coutumier, il est déjà propriétaire. Et il y a un autre exemple, une communauté locale qui dans un espace où ils faisaient des briques cuites, ils arrivent et leur seul moyen de subsistance, ils trouvent non, il y a quelqu'un qui arrive là, non, c'est désormais ma propriété, j'ai le titre foncier. Sans qu'on consulte, sans enquête des vacances, sans consulter. Et il y a eu des confusions, il semblerait qu'il y aurait même une circulaire illégale qui donnerait ce pouvoir au chef du cadastre ou au conservateur d'agir ainsi en ignorant carrément le pouvoir coutumier. C'est de là, de cette ignorance que vient la confusion. Pourtant, le droit congolais organise la collaboration entre ces autorités coutumières. Il faut savoir que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, il n'y a aucune terre qui soit vacante. Vous pouvez arriver aujourd'hui, même au milieu de la forêt équatoriale, à 100 km à ronde, même si vous ne trouvez aucun village au milieu de la forêt équatoriale, vous commencez à construire là, vous trouverez qu'elle appartient à l'espace. La terre où vous allez vous mettre appartient à au moins une communauté locale. Très bien, professeur, mais l'actualité aujourd'hui, c'est cette histoire de constructions anarchiques. Vous avez éclairé l'opinion sur la question, mais parlons-en, parce qu'aujourd'hui, la chanson, c'est construction anarchique, démolition des constructions, notamment le long de chemin de fer, je sais pas, le berge de la rivière, ce que nous appelons cas particulier de la baie d'Engaliem. Il n'y a pas que là. Je crois qu'il faudrait qu'on ne se voile pas la figure. C'est ça la matière, ce qui nous amène ici. Comment est-ce que vous expliquez cette question de démolition? Est-ce qu'il y a démolition anarchique? Qu'est-ce qui se passe au juste? Parce que les Congolais qui nous regardent voudraient s'imprégner davantage de cette question des constructions anarchiques ou destruction des constructions anarchiques. Oui, sur cette question précise, s'agissant des constructions, des démolitions de constructions dites anarchiques, il convient, à mon avis, de distinguer les espaces et agir au cas par cas. Il semble que du côté Kitambo, les constructions qui ont été détruites, c'est le long du chemin de fer. C'est une question qui doit être traitée en tant que telle. Vers Joli Park, il y a des constructions qui ont été détruites passent le long d'une rivière. Dans la baie d'Engaliema, qui est la principale question du jour, il est envisagé de démolir les constructions dites anarchiques, sous prétexte qu'il y aurait une occupation anarchique par ailleurs. Mais pour certains, en ce qui concerne les destructions, les constructions le long du chemin de fer, personnellement, j'aurais un peu de réserve en disant que quand quelqu'un arrive le long du chemin de fer, parfois même sur le bas de fer, il construit. Et à mon avis, il devait s'attendre qu'un jour on lui dise, là vous avez construit sur le boulevard. Voilà. Mais maintenant, ce qui est préjudiciable, c'est que comment l'État a-t-il laissé faire quelqu'un construit pendant des années, et peut-être en donnant les documents, les titres, sur le chemin de fer. Mais s'il faut dégager le chemin de fer, à mon avis personnel, je dirais, c'est une emprise publique. S'il n'y a pas eu des affectations préalables, même les titres qui auraient été donnés seraient nuls. Maintenant, sur le berge de la rivière Joli Park, il faut avouer que je n'ai pas été sur place, à part ce que je vois à la télé. Il y a quand même les espaces qu'on doit laisser à côté de la rivière pour laisser l'écoulement régulier des eaux de pluie. Toutes ces deux questions doivent être distinguées de la baie d'Engaliem. La baie d'Engaliem fait l'objet plutôt d'une attention particulière, et je vous dis que le premier conseil de ministres de notre président Félix, en son premier mandat, a concerné l'interpellation du ministre Elouméa, c'est sur la baie d'Engaliem.
on peut dire que la baie d'Engaliema a ainsi commencé l'ouverture du Conseil des ministres du président. Et espérons que ça ne sera pas la baie d'Engaliema qui va être le dernier conseil également. La baie d'Engaliema, il faut d'abord la situer. Et pour la situer, je prends le compte rendu de la 43e réunion du Conseil des ministres de notre pays qui a eu lieu le vendredi 7 août 2022. Dans ce compte rendu, à la page 12, le ministre des Affaires foncières a informé le Conseil du projet d'érection d'une corniche à Kinshasa qui sera située dans 4 zones dites baie d'Engaliema. Et dans ce document du gouvernement, il est précisé qu'il y avait un projet d'érection sur la baie d'Engaliema qui est située sur 4 zones qui vont de la commune de la Gombe à celle d'Engaliema. Et le ministre des Affaires foncières à l'époque, Moulendo Sakombi, qui avait fait le déplacement jusqu'à Brazzaville au sujet de ses propos, précise bien, et dans le rapport de la commission qui mettra en place, qu'il y a 4 zones. Ces 4 zones comportent la baie d'Engaliema, donc, en son ensemble, 187 hectares. Et sur ces 187 hectares, il y a 4 zones. La première zone part de la résidence actuelle de l'ambassadeur de France jusqu'à la clôture du palais de la Nation et comporte 24 hectares, dont, précise le gouvernement, 9 sur la terre ferme et 15 à gagner sur le fleuve, par Remblai. La zone 2, qui s'étend du palais de la Nation jusqu'à l'embouchure de la rivière Gombe, qui comprend 33 hectares, dont 11 sur la terre ferme et 21 hectares à gagner sur le fleuve par Remblai. La zone 3, qui est la plus importante, va de la rivière Gombe jusqu'au chantier naval de Chani Metal et comporte 77 hectares, dont 67 sur la terre ferme et 9 à gagner sur le fleuve. La zone 4 et la dernière va du chantier naval Chanik jusqu'au collecteur situé au Mont Ngaliema et comporte 52 hectares, dont 24 sur la terre ferme et 27 à gagner. Et ce projet Corniche, qui était censé faire un partenariat avec la société dite Statone, et devait comporter un vaste projet immobilier, précise le Conseil des ministres du vendredi 7 août 2020, un vaste projet immobilier qui offrira, dit le Conseil des ministres, des infrastructures modernes à la ville de Kinshasa, un site touristique de premier plan, un rayonnement de la ville et de la RDC et la résorption du déficit de logement à Kinshasa en offrant des emplois. C'est dire que la baie d'Engaliema est une zone constructible. Donc c'est constructible, comme vous venez de le dire. On est encore avec vous, vous avez éclairé l'opinion, mais Alpha Domamba, vous êtes ingénieur et expert immobilier près la cour d'appel la Gombe. La question de destruction de maisons anarchiques, nous parlons de la baie de Ngaliema et nous savons comment est-ce que le Congolais se comporte. Les voix se sont levées pour fustiger, il y a de pleurs et de grincements dedans. Quelqu'un qui est venu, il a construit, il a mobilisé ce petit moyen, ce n'est pas facile. Et au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis il y a destruction, ça fait très mal. Et nous savons comment le Congolais se comporte. On vous dit qu'il ne faut pas construire là-bas, il y a un danger. Les gens s'interposent et il y a aussi la magouille. Vous êtes un technicien. Dites-nous par rapport à ce que le professeur vient d'éclairer, est-ce qu'il y a la légalité? Qu'en est-il au juste par rapport à cette question non seulement de la baie de Ngaliema, ça se pratique nous, un cas. Comment est-ce que vous...
Merci beaucoup, directeur, pour votre question. Moi, je vais être beaucoup plus technique parce que le professeur de droit est en train de déballer la matière, comme il se doit, en termes de droit en République démocratique du Congo. Et tout à l'heure, quand vous m'avez posé la première question, je vous ai parlé de la conscience. Conscience. Pourquoi nous parlons de la conscience? Il faut que la prise de conscience soit générale en République démocratique du Congo. Et vous verrez que l'application de la loi, des lois vont être respectées et ça va faire avancer la République. La destruction de constructions dites anarchiques ou des occupations anarchiques. La loi est claire en la matière. Quand il y a l'obtention des titres, quand il y a les arrêts des lotissements, quand il y a eu des affectations en amont, et que celui qui peut acquérir ses biens passe par les services appropriés, service des cadastres, service de l'urbanisme, cette occupation-là en République démocratique du Congo, je crois partout ailleurs, ça ne peut pas être appelé occupation anarchique. Dès lors que les services de l'État est représenté par un conservateur, par un chef de division des cadastres, qui atteste l'acquisition au vrai sens, donc le propriétaire du bien en est propriétaire légal. Alors, des constructions anarchiques, ça c'est le service de l'urbanisme. Je pense qu'avant d'en arriver là, les gens doivent se poser des questions si réellement il a existé un plan d'aménagement. Parce que trop souvent on fait gober les politiques. Les politiques ont difficile à maîtriser les cadastres, l'urbanisme, l'aménagement des territoires. On les fait gober. Il y a des constructions anarchiques. C'est le terme. Quand est-ce qu'il y a construction anarchique? Parce qu'il y a un document qu'on appelle permis de construire. Ce permis de construire signifie quoi? Le permis de construire signifie que l'État qui a réalisé que tierce personne, X, citoyen lambda, a acquis sa portion de terre en bonne et due forme. Maintenant, il veut réaliser une construction, quel que soit le type ou la destination. Il vient au service de l'urbanisme, qui a toujours parlé des normes urbanistiques. Il se pointe, il se dit, moi, tel, je vais construire telle construction ou tel ouvrage à réaliser dans tel coin. Les services examinent pour dire, OK, vous avez acquis tous les documents. Et c'est écrit quelque part, vous devez présenter tel titre, tel titre, tel titre. Et quand il présente, on lui donne ce qu'on appelle l'autorisation de bâtir ou permis de construire. En bonne et due forme. En bonne et due forme. C'est-à-dire que les services de l'urbanisme descendent sur les lieux. Je prends l'exemple de ceux qui ont construit le long des rails. Parce que vous avez parlé de destruction, de constructions anarchiques et sur le long de la rivière Mapenza. Je commence par la rivière Mapenza. La loi de l'urbanisme, je crois que Maître est bien placé pour citer des lois comme ça. La loi de l'urbanisme impose à ce qu'au bord des rivières, au bord de fleuves, qu'il y ait une distance qui doit être respectée peut-être pour les inondations, les débordements des eaux. Et cette distance-là est dans une fourchette bien spécifique. Ok, bien chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux de Franc-Parler Magazine nos invités des marques, notamment le professeur Léon Ochoudi Okonjo Onyangondo, qui est avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Le professeur Léon Ochoudi est un expert, un capitaine au long cours. Il est le directeur des cabinets honoraires du gouverneur du Sankuru. Je le reçois sur ce plateau comme à titre individuel ou privé en tant que technocrate. Je reçois encore Alfado Mwamba qui est ingénieur et expert immobilier près la cour d'appel de la Gambie. Avec nos invités, je venais de le dire tout à l'heure, nous sommes en train de faire le point en rapport avec la question qui fâche de destruction des maisons dites anarchiques,
Donc, nous avons parlé de la baie d'Engaliema. Nous avons donc pratiquement... C'est une question qui préoccupe les Congolaises et Congolais. Et je reviens à vous, professeur. Je venais de poser la question par rapport à cet espace, la baie d'Engaliema. Dites-nous qui a raison, qui a tort. Vous venez de suivre l'ingénieur Alfado tout à l'heure. Dites-nous, au vrai sens du terme, qui a raison, parce qu'aujourd'hui, en Corée, j'argumente, nous savons qu'effectivement, les Congolais séculés, mais quelqu'un qui a mobilisé ce petit moyen au bout de, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour se construire une maison, où mettre placer la tête, mais puis du coup, on vient démolir concrètement qui a raison, qui a tort. Et vous êtes sans ignorer aussi la question des inondations. Ça aussi, c'est l'une des raisons avancées par l'État ou les autorités compétentes. Merci, monsieur le directeur. Merci pour la question. Qui a raison, qui a tort? J'allais dire, pour répondre à cette question, il faut passer par une série de questions. Je vais compléter celle qui était en cours avant l'interruption. Y a-t-il, s'agissant précisément de la baie d'Engaliema, une occupation anarchique? Nous avons dit tout à l'heure que la baie d'Engaliema s'étend sur 4 zones. Mais il y a une confusion dans la société qui se focalise sur une de ces zones, celle qui est derrière Gigi Marthe, qui est la 3e zone de la baie d'Engaliema. Il ne faudrait pas qu'on confonde. La baie d'Engaliema n'est pas seulement là, ça s'étend. Depuis les casiers judiciaires, ça va jusqu'à la rivière, à l'hôpital de la rivière. L'espace est vaste. Est vaste. C'est pourquoi les experts du gouvernement ont dit que c'est 187 hectares dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, dans la partie, la 3e zone, où il y a, comme le disent les experts de la commission mise en place par le gouvernement, dans leur propre rapport, ils disent précisément, parmi ces espaces, le rapport de la commission à la page 20, ils disent, dans ces 4 zones, il y a la cité dite de la Grâce du fleuve, l'espace qui est la plus problématique, parce que peut-être c'est les personnes les plus faibles. Ceux qui occupent cette cité de la Grâce du fleuve, qui est peut-être le 1/8 de la baie d'Engaliema, sont-ils en occupation anarchique ou non? La réponse est venue ou vient du gouvernement lui-même. Et pour répondre par le gouvernement, je prends le compte rendu de la 23e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 22 novembre 2024. À sa page 8, il est dit ceci. Le site a fait l'objet de désaffectation par des arrêtés pris par les ministres de l'urbanisme de gouvernements précédents et sur base de ces textes, les parcelles ont été créées et attribuées aux particuliers et certains disposent de titres établis conformément à la loi. C'est le Conseil des ministres du 22 novembre 2024 qui parle. Ah, c'est le Conseil des ministres. Des ministres, à la page 8. C'est-à-dire, le Conseil des ministres lui-même a répondu qu'il n'y a pas à la Cité de la Grâce une occupation anarchique. La réponse est là. Et si donc il n'y a pas occupation anarchique, l'ingénieur a dit tout à l'heure, a parlé de la construction anarchique, répondant à la question de la construction anarchique. Il ne peut pas y avoir construction anarchique quand il y a quelqu'un a construit avec le permis de construire, l'octroyé par l'État. Donc, ces 2 questions répondues, qui a raison, qui a tort, ça vient d'office. Mais simplement, raison ou tort, c'est quoi? C'est selon certains agents zélés du gouvernement, dépassant peut-être leurs attributions, se mettant à la place du chef de l'État afin de se le mettre à dos la population, vont au-delà de la volonté de celui-ci. Le Conseil des ministres a décidé qu'il fallait laisser le fleuve à 100 mètres. Donc il faut une zone de recul de 100 mètres. Simplement, le lundi passé, donc il n'y a pas une semaine, c'est demain seulement qu'on sera une semaine,
il y a une équipe gouvernementale qui est descendue, composée de plusieurs ministres. Au lieu d'appliquer la décision adoptée par le Conseil des ministres qui parle de la baie d'Engaliema à 100 mètres, vont dire qu'ils vont aller à 800 000 mètres. Inclure tous ceux qui occupent, comme ils le disent, avec des titres réguliers. Si ils arrivaient à matérialiser cette volonté, non seulement pendant cette période sensible, ils vont se mettre les chefs de l'État à dos, la population, mais aussi, ils ne respectent pas la volonté de l'autorité. Simplement, alors qui a raison, qui a tort? C'est ceux qui ne respecteraient pas la volonté du chef de l'État. À ce niveau, même quand le chef ou le Conseil des ministres a décidé de reculer à 100 mètres, les occupants de la cité de la Grâce du fleuve, la partie la plus marginalisée ou maltraitée, voudraient quand même qu'il y ait équité. Nous avons dit tout à l'heure, la baie d'Engaliema s'étend d'où jusqu'où. Si la mesure est sur toute la baie d'Engaliema de faire un recul de 100 mètres, c'est bienvenu. Sauf que le gouvernement lui-même, par les documents que nous avons lus, vous détaille où commence la baie d'Engaliema et où elle se termine. Et s'il faut reculer 100 mètres sur la baie d'Engaliema, c'est partout. Ce n'est pas simplement ciblé là où il y a seulement le petit peuple. Donc l'équité exige alors que les 100 mètres de recul tout à fait, sur toute la baie. Certainement, vous avez raison. Nous savons à cette matière que chacun cherche à tirer la couverture de son côté. Vous ne pensez pas que l'État est en train de travailler pour l'intérêt aussi de ce peuple-là? Certainement, ça fait très mal, mais par exemple, la protection de l'usine de captage de la régie des eaux, c'est dans l'intérêt public. Je sais que l'ingénieur va aussi ajouter quelque chose. Vous ne voyez pas? Parce que l'île ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On vous dit, n'allez pas construire, ne faites pas ceci, cela. Et vous allez vous imposer parce qu'il y a eu, oui, comme vous venez de le souligner, les collaborateurs zélés. Et par après, quand il y a quelque chose... Papa, première dame, Talila Bissoli Kambo, Mokonzi Amboka, vous ne pensez pas que vraiment oui, il y a des erreurs de part et d'autre? Votre question est pertinente, sauf qu'il peut y avoir des erreurs, mais de quelle part? Précisons ceci. Un peu comme nous avons dit tout à l'heure en ce qui concerne le rail. Quelqu'un qui construit ou qui se octroie un titre avec sa turpitude sur le rail, on peut se l'opposer. L'usine de captage d'eau, puisqu'il a dit il a été dit qu'il faut protéger l'usine de captage d'eau. Monsieur le directeur, et nous espérons que le chef de l'État arrive aussi à nous écouter, l'usine de captage d'eau et la cité de la Grâce des fleuves sont distantes d'au minimum 1,5 km en aval. C'est-à-dire dire que la cité de la Grâce du fleuve est en train d'empêcher l'intérêt public de l'usine de captage d'eau, c'est une méchanceté qui, comme quelqu'un qui vous dirait, ce que font les gens au Congo central, c'est ce qui empêche le fleuve Congo de couler à Kisangani. Non. La cité de la Grâce du fleuve est séparée de l'usine d'à peu près 1 km à 2 km. Par contre, ce sont les autorités, dont certaines sont bien assises dans nos institutions, qui remblaient en amont de cette usine, et peut-être jusqu'à 5 mètres du fleuve, qui sont collés à ces usines vers Gilem. Mais la cité de la Grâce du fleuve, le petit peuple qu'on veut maltraiter, c'est en aval, encore que la rivière Makelele est au milieu. Et imaginez qu'on va vous dire, vous qui êtes en aval, vos constructions dépassent la rivière Makelele et vont empêcher l'usine qui est à 1,5 km en amont. Ça ne colle pas. Mais ingénieur Alfado, on parle de la baie d'Engaliema comme la zone non aedificée. Oui, d'inondation. Avez-vous tenu compte des aspects techniques? Parce que c'est une très bonne chose. Vous êtes habilité, bien mieux placé
pour nous le dire, parce qu'il ne faudrait pas que demain nous revenions encore pleurnicher. Je sais que la question fâche, ça fait très mal, mais soyons quand même honnêtes et sincères. Est-ce que vous avez tenu compte des aspects techniques? Je vais reprendre votre question. Merci, M. Benjamin. Je vais reprendre la question de Bédingalema, mais je voudrais un peu aller plus loin parce que vous avez parlé des inondations à Kinshasa. Et votre émission Parle franc, elle est en même temps une émission éducative et d'information. Donc, quand on parle des inondations à Kinshasa, il faut voir l'aspect environnemental et l'entretien de cet environnement-là. Et quel est le plan d'aménagement? J'insiste là-dessus parce que c'est l'apanage du ministère de l'Urbanisme. Quel est le plan d'aménagement de la ville? Tous les réseaux d'assainissement de la ville sont engloutis par des immondices, par des bouteilles, par tout ça. Et dans la politique de construction, nous mettons des pavés partout, c'est-à-dire nous cimentons nos parcelles. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan physique? Il y a augmentation des eaux de ruissellement par rapport aux eaux des infiltrations que nous supprimons. Cette quantité d'eau de ruissellement qui s'augmente, avec quel type de réseau d'assainissement ça va couler vers les exutoires qui sont de rivières, qui sont de fleuves en même temps? L'autorité compétente doit se poser la question sur ces plans d'aménagement qui doivent exister. Parce que ces plans ont été envisagés par le maréchal Mobutu à son époque, vers 1978. Mais je reviens sur le cas de Bédingalema. Tout à l'heure, le professeur est en train de dire, dans sa modestie, il parle de petits peuples. Mais les baies en général, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Vous trouverez dans toutes les rivières et le fleuve du monde l'existence de baies. Nous tous, nous voyageons, mais comment les autres ont transformé leurs baies? C'est pour dire que sur la baie d'Ingalima, même les constructions qui sont là, les autorisations de bâtir données, ce n'est pas n'importe qui peut avoir la parcelle sur la baie d'Ingalima et y construire. Donc, ceux qui a compétence dans la délimitation de la berge? C'est l'urbanisme, ce n'est pas les affaires foncières. En réalité, il y a une cacophonie qui se jette entre l'urbanisme et les affaires foncières. On ne veut pas entrer là-dedans parce que trop souvent, nous suivons même des interventions des uns des autres dans vos émissions. Comme ça, on se pose la question, est-ce que les gens maîtrisent leurs apanages selon le ministère? C'est le ministère de l'urbanisme et qui parle des normes urbanistiques. Et ces normes-là, ceux qui occupent la cité de la Grâce ont des projets. Et les études bien menées, que ce soit environnementales, architecturales et génie civil, que ce soit topographique, que ce soit toutes les études de géotechnique, ont été menées et présentées dans plusieurs ministères. Donc, il n'y a pas ces Congolais-là qui construisent vaille que vaille. C'est comme ça que même dans le rapport des commissions, parce qu'il y a eu plusieurs commissions, et le même cas surgit chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement. On se pose la question, est-ce que c'est le gouvernement qui vient, qui se dit, ok, il y a quelque chose là-bas, il faut aller vers la baie d'Ingalima, zone 3. Il y a eu 3 commissions. Il y a eu commission Kimbuta. Tout à l'heure, le professeur Ochudi a parlé d'un projet de corniche qui a existé. C'est pour dire que la zone est constructible. Elle est non aedificante. Quand est-ce qu'on parle d'une zone non aedificante? Ça dit qu'il y a eu des normes, et il y a eu des plans d'aménagement qui délimitent les zones. Ça peut être au bord de la rivière. Je crois qu'en République démocratique du Congo, au bord du fleuve, ça varie de 50 mètres à 100, 120 mètres au bord du fleuve. Et actuellement, sur la baie d'Ingalima, nous sommes pendant la période pluvieuse. La zone d'inondation est déterminée. Donc, il n'est pas question de venir chercher où est le lit mineire, où est le lit majeur, où est la baie. Parce que la baie, pourquoi on appelle ça baie, n'est qu'une poche bas en face d'une montagne. Quand vous regardez au Brazzaville, à Brazzaville plutôt, vous avez une montagne. Et ce qui fait que toutes ces eaux-là qui ne peuvent pas pousser la montagne, quand il y a un petit débordement, ça vient vers la baie. Mais cette baie-là est aménagée de manière urbanistique. Parce que le gouvernement lui-même, à travers le ministère de l'Urbanisme, avait donné un plan d'aménagement qui a abouti à un arrêté de lotissement. C'est pour dire que ceux qui sont là sont à mesure, si on les laisse, de réaliser de bons projets touristiques au bord du fleuve, parce qu'il n'y a que cet espace qui reste. S'ils viennent menacer ceux qui sont sur la zone 3, dites Cité de la Grâce. Mais quand vous commencez à partir des Bichingobila,
comme l'a dit professeur Léon tout à l'heure, il y a ceux-là qui construisent dans l'eau. Donc construire dans l'eau avec la modernisation ou la technologie, l'avancée des technologies, ça ne pose pas problème. Nous voyageons à travers le monde. Nous avons Venise, nous avons Pays-Bas, nous avons Dubaï, la tour la plus haute du monde, qui est construite dans l'océan. S'il y a à se demander que les services de l'urbanisme viennent voir si les normes sont respectées ou pas, que les affaires foncières ne s'embrouillent pas, permettez-moi les termes, parce que ce sont eux qui ont cadastré. On ne peut pas amener le même technicien qui ont fait les lotissements en respectant les zones de recul et consorts, vous ramenez encore le même technicien et les signataires des titres pour qu'ils reviennent et rectifier. Donc, quelque part, scientifiquement, ça prouve à suffisance qu'il y a un souci au niveau de nos services. Donc, le lotissement est déjà fait. Les zones des inondations sont déjà respectées. Les lits mineurs et les lits majeurs sont respectés. Qu'ils laissent les Congolais réaliser leurs projets. Et ces projets-là sont salutaires. Il y a ceux-là qui ont même des projets qu'on ne peut pas dévoiler ici, mais qui vont aider la ville de Kinshasa par rapport, par exemple, au transport. Très bien, professeur Otioudi. Vous avez suivi l'ingénieur tout à l'heure. Je sais que nous tendons à la fin de notre émission, mais bien avant cela, je voudrais savoir la question. Oui, vous allez conclure la question de l'indemnisation. Le vin est tiré, il faut le boire. Qu'est-ce que nous pouvons retenir concrètement? Qu'est-ce que vous envisagez par rapport à ces dossiers? Oui, la question... Parce que beaucoup nous suivent, on nous suit ici à Kinshasa, à travers le monde, donc tout le monde nous regarde, le chef de l'État aussi. Oui, merci de nous introduire. Tous les membres du gouvernement nous regardent. Merci de nous introduire au bureau de ces autorités, qui nous regardent et qui nous écoutent, par rapport à la question de l'indemnisation qui suppose l'expropriation. Tout à l'heure, l'ingénieur a dit... Je parlais avec modestie du petit peuple, certes. Pourquoi je parle? Je vais commencer par cette précision du petit peuple. Parce que nous sommes au courant. Nous sommes informés de ce qui se passe. Quand l'ingénieur se pose à juste titre les questions de savoir comment les autorités qui sont venues lotir, qui ont donné le titre, reviennent après pour vous dire non, ça n'était pas là que vous aviez été, que vous ne pouvez pas, et embêtent les gens au lieu de les laisser évoluer. Pourquoi? Parce que c'est les petits peuples. J'allais dire les indigènes. J'en parle pour avoir suivi pendant un temps beaucoup d'occupants en tant qu'avocat. La confrontation a été généralement avec les expatriés, que je ne veux pas citer, qui pensent que les indigènes ne peuvent pas être à côté d'eux. Sinon, c'est la saleté. On voit de qui il s'agit quand on descend sur le terrain. Et nous apprenons qu'il y a certaines autorités qui sont approchés toujours par les expatriés, et les Congolais doivent être les étrangers chez eux. Ils ne pourront se contenter que de miettes. Là où c'est mieux, c'est pour les expatriés. Et on sait que les expatriés ont des poches plus longues que les nôtres, plus profondes que les nôtres. Et nous apprenons que les tentatives, c'est d'exproprier pour que les expatriés viennent avec des projets à milliards, ou peut-être il y a des rétrocommissions. Mais si, dans ces conditions, l'expropriation devait avoir lieu face aux petits peuples, ou disons aux indigènes, il faut exproprier les indigènes pour les envoyer à Dubaï ou peut-être en Palestine, afin que les hommes, les vrais hommes, comme on les appelait les animaux par les colonisateurs, ou plutôt ceux qui chassaient nos aïeux, afin qu'ils viennent sur ces terres-là, nous irons voir ailleurs. Mais le droit dit... Très bien. Je vais terminer. Oui, une minute. Une minute. Il faut alors exproprier, mais pour cause d'utilité publique et non pour cause d'utilité privée pour un partenaire qui va venir. Au point que celui qu'on va exproprier, si c'est pour le besoin d'arranger la baie, la végétation, nous voudrions trouver la végétation plus tard. Ce n'est pas un expatrié qui vient faire des immeubles parce qu'il a bien coopéré avec l'une ou l'autre. Alfado, je serai correct avec vous à une minute, tout simplement. Je vois la technique fait signe que nous sommes vraiment, nous avons épousé notre temps nous imparti. J'insiste pour dire que les autorités se mettent à analyser le fait d'inondation que de mettre la responsabilité sur les Congolais
à qui on a donné des titres en bonne et due forme. Et insiste également que l'usine de captage, hein, qui est comme la Libye, n'est pas ceux-là ce n'est pas les occupants de Bédengaliema, zone 3, Cité de la Grâce, qui posent problème. Plutôt, ceux qui sont en amont, qui sont aussi des dignitaires dans ces gouvernements. Professeur Léon Ochoudi Okonjo Onyangondo, ingénieur Alfado Mwamba, c'est ici que s'achève notre émission Franc Paris Magazine. Sincèrement merci, je vous dis sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec l'espoir que vous reviendrez sur ce plateau pour éclairer l'opinion, parce que ce n'est pas encore fini. Le dossier se poursuit. À tout instant, nous serons prêts, à tout moment. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons reçu nos invités des marques sur ce plateau, Franc Parler Magazine. Il s'agit du professeur Léon Ochoudi Okonjo Onyangondo. J'ai dit professeur, il est professeur à l'Université catholique du Congo. Omnia, Omnibus, Notre-Dame de Tchumbe, de Lodja, de l'ISP Gombe et d'autres institutions universitaires du pays. Léon Ochoudi est avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa, Matete. Il est directeur des cabinets honoraires du gouverneur du Sankuru, cofondateur de l'ASBEL, avocat de Sans Voix. Nous avons réussi en face de moi Alfado Mwamba. Alfado Mwamba, c'est un habitué de notre plateau de la radio-télévision nationale congolaise. Il est l'ingénieur et expert immobilier près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Avec nos invités, vous avez suffi, nous avons fait le point en rapport avec la question qui préoccupe tous les Congolaises et Congolais, notamment cette affaire de la baie de Ngaliebo, dont nous parle de construction, de destruction, tout ça, ben, c'est tout le monde qui en parle. Vous avez suivi, ils ont éclairé l'opinion sur les zones d'ombre, c'est pas fini. Ils sont disponibles et reviendront éclairer l'opinion sur ce qui se passe sur la marche du pays. Nous avons aussi abordé la question sécuritaire, donc l'agression de notre pays à l'est de la RDC, notamment par le Rwanda avec ses supplétifs, et AFC et le mouvement terroriste M23. C'est pas fini, je vous dis, restez branchés sur la RTNC, la chaîne des institutions. Portez-vous bien. Merci. Merci. Merci, prof. Merci Je suis beaucoup. très content. Merci. La chaîne institutionnelle.